Putain, 20 ans! Il y a 20 ans, on était en 1997 et certains d'entre vous n'étaient même pas nés. Ce qui ne nous rajeunit pas vraiment en fait. Pas du tout même. L'année 97 fait partie de ces millésimes au cours desquels les artistes agissent de concert pour sortir des albums tous plus géniaux les uns que les autres. En l'espace de 12 mois, on a eu droit à Homogenic de Björk, OK Computer de Radiohead, Fat of the Land de Prodigy, Homework de Daft Punk, et surtout Urban Hymns de The Verve, Be Here Now d'Oasis et l'album éponyme de Blur. Ces trois albums constituent chacun à leur manière l'apogée de l'un des genres les plus cultes des années 90, la Britpop. Mais au fait, qu'est-ce que c'est la Britpop ? Pour comprendre les origines du phénomène, il faut remonter encore quelques années en arrière, jusqu'à la seconde moitié des années 80. L'Angleterre est alors au fond du trou. La New Wave, courant initialement né en Grande-Bretagne, s'essouffle salement. Pour faire court, la New Wave et la pop se sont confondues, pour le pire et le bien pire. De rock, la New Wave n'avait plus que ses origines. D'ailleurs, parlons-en du rock. Il connaît à cette époque sa première crise de gouvernance dans les charts internationaux, puisque la concurrence du hip-hop et de la techno pointe le bout de son beat. Ces deux genres attirent une jeunesse qui ne retrouve plus dans le rock ses idéaux contestataires, parce qu'en 1985, le rock c'est déjà devenu la musique de papa. Pour couronner le tout, c'est l'avènement du heavy metal, devenu quasiment un phénomène de société aux USA. Le fleuve rock'n'roll quitte son berceau anglais et installe son lit sur les plages californiennes. C'est beau, putain. Ironie du sort, le rock anglais perd son plus éminent prophète aux USA. Le 8 décembre 1980, John Lennon est assassiné à New York par... Jared Leto ? Bref, c'est la loose complète pour les Anglais qui en plus subissent la politique ultra-libérale de Thatcher et n'avaient pas vraiment besoin de ça pour que le monde entier boude leur pays. Et histoire d'enfoncer encore un peu plus le clou, la perfide Albion multiplie les déconvenues économiques, politiques et sociales. Pour faire simple, l'Angleterre des années 80, c'est pas joyeux. C'est la guerre des Malouines contre l'Argentine, le conflit avec l'Irak qui atteint son paroxysme, de multiples fermetures d'usines et licenciements, et les cuites à la Guinness. C'est fun l'Angleterre à l'époque, hein. Heureusement, il y a encore quelques divertissements et on peut aller au stade supporter Liverpool en finale de la Coupe d'Europe. Eh ben non, tu peux pas. À cause du hooliganisme et le drame du SL, les clubs anglais sont bannis de toute compétition internationale pendant 3 ans. L'Angleterre atteint des abysses d'impopularité et se replie sur elle-même. Et c'est précisément à ce moment-là qu'émergent les scènes locales underground. Et elles font même fureur, exactement comme ce fut le cas 20 ans auparavant durant les années 60. Le rock indépendant cartonne auprès de la jeunesse british, mais à l'instar de son football, ne franchit plus les frontières. Lassé par le manque d'inventivité des pop stars qui squattent les plateaux télé et les ondes radio à l'époque, toute une génération d'artistes va, loin de la tyrannie des majors et des top 50, redonner éclat au plus beau joyau de la couronne britannique, son rock. Une verve créatrice contamine les villes de province, notamment Manchester. La réputation des groupes de la ville est telle qu'on donne même un surnom à cette scène qui devient de facto une mouvance à part entière, Manchester. Mad, parce que la jeunesse de l'époque, désespérée, nihiliste, multiplie les folies. Goodbye, le LSD hippie, des arcs-en-ciel, des fleurs, des poneys, du bonheur et des niaiseries en tout genre. Place désormais à l'extasie des clubbers. Les adolescents britanniques découvrent l'univers techno, l'acid house tout droit venu de Chicago et les clubs importés de Berlin. Les rave parties font leur apparition et leur popularité sera érigée au rang de phénomène. On parle d'ailleurs à l'époque de second Summer of Love pour qualifier leur prolifération durant les étés 1988 et 1989. L'atmosphère psychédélique qui tamise cette Angleterre calfeutrée va largement influencer les groupes de rock de l'époque. Deux d'entre eux, les Happy Mondays et les Stone Roses, vont devenir les emblèmes de la scène Manchester. Les Stone Roses se produisent d'ailleurs en 1990 sur Spike Island devant plusieurs dizaines de milliers de personnes. Un live aussi mythique que charnière pour le rock indé britannique. Ce concert est une cure de jouvence pour le rock qui, à travers cette nouvelle scène alternative florissante, s'ouvre non seulement à la jeunesse, mais s'en offre surtout une nouvelle. Il faudra toutefois attendre encore quelques années pour que, de nouveau, le rock britannique rayonne à l'international. À l'aube des années 90, les USA sont les rois du pétrole. La victoire des États-Unis lors de la guerre du Golfe en 91 entérine définitivement son statut d'hyperpuissance. Cette même année, l'URSS n'est plus, et l'affluence américaine sur le monde est totale. Et le rock n'échappe bien sûr pas à cette suprématie. Cette même année 91, 3 groupes américains sortent chacun un album parmi les plus vendus de l'histoire. Le Black Album de Metallica, le diptyque Use Your Illusion des Guns N' Roses et Nevermind de Nirvana. Sauf que la roue tourne va tourner pour les Yankees. En 94, Kurt Cobain se fout en l'air et signe la fin du mouvement grunge, qui ne survit pas à la chute de son idole. L'année suivante, les Guns N' Roses se séparent et Metallica est submergé par l'avènement du néo-metal. Dans l'interstice, tapis dans l'ombre, les Anglais fomentent le plan qui refera de l'Angleterre le centre de la galaxie rock.
Première étape, destituer de son trône de Premier ministre l'ennemi numéro 1 de la classe prolétaire, Margaret Thatcher. Un vent de liberté souffle sur le Royaume-Uni et son rock va se découvrir de nouveaux porte-drapeaux. Tout commence avec Paul Weller, le chanteur du groupe de punk mythique The Jam, qui en 93 sort son second album solo, Wildwood. L'opus est une synthèse des genres rock qui ont fait florès en Angleterre et se propulse au sommet des charts anglais. En fait, avec Paul Weller, la scène s'est trouvée un son. Mais c'est un autre groupe qui lui donnera son identité rebelle, insoumise et sans tabou, Suède. Quelque part entre David Bowie et les Smiths, Suède propose une musique enrichie par 30 ans d'influence rock qui ont bercé les membres du groupe. En février 93, la bande menée par l'androgyne Brett Anderson se produit aux Brit Awards. Face à un parterre de fossiles du rock et de la pop médusés, Suède donne une prestation explosive, sans concession ni révérence. Il joue ce soir-là Animal Nitrate, un titre qui deviendra l'hymne d'une jeunesse déterminée à arracher le pouvoir des mains de la génération conservatrice. Si le public présent au Brit Awards accueille froidement la performance de Suède, celui devant sa télé est totalement conquis. Le mois suivant, Suède sort son premier album. Le raz-de-marée sera aussi monstrueux que soudain. Le groupe se retrouve en tête des ventes et fait la première page de tous les journaux du Royaume-Uni. Symbole d'une Angleterre de nouveau amoureuse de ses rockers et à la fierté retrouvée, Suède fait la une du mensuel Select en avril 93, avec Brett Anderson qui pose devant l'Union Jack, aux grandes dames de l'intéressé. J'ai détesté. J'étais très en colère contre le magazine. Je n'ai jamais voulu être photographié devant un drapeau et je me retrouve superposé sur un drapeau et j'ai détesté. On m'offrait le rôle du petit anglais et moi j'ai dit « Vous rigolez ?» L'édition fait la part belle à la nouvelle vague de groupes qui déferle sur le royaume, avec un message pour le moins équivoque « Yanks go home », rentrez chez vous les ricains. Le mouvement est en marche et bientôt on lui donne un nom, Great British Pop, qui sera rapidement abrégé, devinez comment. La Britpop est née. Suède ne va toutefois pas prendre ses aises sur ce trône que Brett Anderson refuse d'occuper. En 1994 apparaissent quelques tensions entre le chanteur et son guitariste Bernard Butler, qui du coup quitte le groupe l'année suivante. Et surtout, le glam rock acide et mélancolique de Suède n'est pas vraiment dans l'air du temps. Dépressif chronique et dépendant aux drogues, Brett Anderson ne supporte pas d'être érigé en symbole d'une génération qu'il méprise. Suède va toutefois inspirer quelques groupes incontournables de la décennie suivante, Placebo, Muse ou encore les Libertines, mais ça, c'est une autre histoire. Les médias vont alors se tourner vers les rivaux de Suède pour trouver la nouvelle égérie de la Britpop. Non content d'avoir piqué à Brett Anderson sa fiancée, Damon Albarn et son groupe boot Suède hors du trône. Et le 25 avril 1994, Blur sort son troisième album, Parklife. Grâce au tube Girls and Boys, Parklife cartonne dans les bacs, avec une musique à la fois rock, pop, punk et dansante. Autant influencé par les Beatles, Madness et les Clash que par la culture club de la fin des années 80, Blur se fait adopter par toute l'Angleterre. L'humour teinté de cynisme dans la plus pure tradition british de ces joyeux lurons issus de la middle class séduit massivement. La Britpop tient là ses premiers ambassadeurs à l'international. Car avec Parklife, Blur atteint une renommée mondiale, et la Britpop traverse enfin les frontières anglaises. Rapidement, un autre groupe va l'imposer comme un genre incontournable à l'échelle planétaire. Et là, je crois que vous savez de qui on s'apprête à parler. 3 mois après Parklife, un groupe mancunien mené, dit-on, par deux frères absolument ingérables, sort son premier album, Definitely Maybe. Le monde fait connaissance avec les enfants terribles de la Britpop. Leur nom, Oasis. Avec les frères Gallagher, le rock renoue avec ses racines originelles. Liam et Noel sont des écorchés vifs élevés par un père autoritaire et porté sur la boisson. Ils viennent de la classe ouvrière, se bagarrent, saccagent leur chambre d'hôtel, se bagarrent, s'embrouillent sur scène, disparaissent en pleine tournée pour rejoindre un plan cul qui passait par ici, à 3000 km du prochain concert, et parfois se bagarrent entre eux. Bref, les frères Gallagher se contrefichent de tout et de tout le monde. Leur seule obsession, devenir le meilleur groupe du monde, comme leurs idoles de toujours, les Beatles. Et là, vous le voyez venir le bon gros storytelling à l'anglaise, hein? Dès 1995, les journaux et les producteurs flairent le filon juteux. Avec Oasis et Blur, la Britpop ne tient pas seulement ses deux têtes d'affiche, elle s'offre aussi et surtout deux némésis, deux antagonistes, bref, deux rivaux. La rivalité Oasis-Blur est incontestablement l'une des, si ce n'est la plus célèbre rivalité de l'histoire du rock, avec un bon fond de lutte des classes comme on les aime. D'un côté, on a les frères Gallagher, fervents supporters de Manchester City, club prolo, et de l'autre, Damon Albarn, qui a été élevé dans une famille d'artistes plutôt bobos de Chelsea. Largement amplifiée par la presse, la rivalité entre Blur et Oasis va non seulement offrir à la Britpop une dimension romanesque bienvenue,
mais aussi profiter commercialement aux deux groupes. Oasis et Blur sont comparés et confrontés en permanence. Qui attire le plus de monde en concert, qui vend le plus de singles, qui vend le plus d'albums et qui remporte le plus de récompenses. La presse n'a toutefois pas besoin de chiner bien loin pour faire ses titres sur l'inimitié entre Damon Albarn, Liam et Noel Gallagher. Quand les deux camps se rencontrent en soirée, ils s'invectivent et manquent d'en venir aux mains. Quand on les interroge sur leur rivalité, ils ne bottent jamais en touche et s'envoient punchline sur punchline. Et puis Damon Albarn, qui était décidément un sacré coureur de jupons, fut, paraît-il, très proche de la petite amie de Liam de l'époque. Ce qui amènera Noel à lui souhaiter de crever du sida, lui et son guitariste Alex James. Ambiance. Le duel entre Blur et Oasis atteint son paroxysme le 14 août 1995. Ce jour-là, Oasis sort le single Roll With It, tandis que Blur commercialise le titre Country House. Cet affrontement au sommet des charts entre les deux groupes est ultra médiatisé, au point qu'on lui donne même un nom, Battle of Britpop. À la fin de l'année 1995, Oasis sort Morning Glory. Porté par le tube planétaire Wonderwall, l'album est l'un des plus gros cartons de la décennie. Les Mancuniens sont désormais des superstars mondiales. En 1996, leur popularité est telle qu'on parle même d'Oasis Mania. Et si, depuis les Beatles, la presse aime coller le mot mania sur à peu près tout et n'importe quoi, Led Zeppelin Mania, Sex Pistols Mania, Cure Mania, Star Mania, Mickey Mania, dans le cas présent, c'est totalement justifié. Les frères Gallagher se lancent alors dans un projet pharaonique. Conscients que leur notoriété est telle que les stades sont trop étroits pour accueillir la totalité de leurs fans, ils décident d'organiser 2 jours durant un festival à Knebworth Park, au lieu du rock anglais où ils sont l'unique tête d'affiche. Les 10 et 11 août 1996, Oasis se produit sur scène lors de 2 méga concerts qui rassemblent pas moins de 250 000 personnes. La demande pour l'événement est si importante que British Telecom estime qu'un Anglais sur 20 a cherché à se procurer des places pour Knebworth. Oasis est au sommet de sa gloire, et dans son sillage, ce n'est pas seulement la Britpop mais la musique britannique tout entière qui va conquérir le monde. Nous sommes en 1997, et plus que jamais, la Grande-Bretagne est le centre de l'univers. Jamiroquai, les Spice Girls, Robbie Williams et Portishead cartonnent. 3 albums vont d'ailleurs symboliser la domination du rock britannique. Éclipsé par l'Oasis Mania, Blur revient tout d'abord en force avec son album éponyme qui sort le 10 février 1997, soit il y a 20 ans jour pour jour. 4 mois plus tard, en juin, Radiohead sort le légendaire OK Computer. En septembre, c'est The Verve, un groupe néo-psyché connu uniquement d'une petite frange initiée jusque-là, qui va tout dévaster avec Urban Hymns et son célébrissime Bittersweet Symphony. Un 4e album va toutefois incarner le point de rupture entre l'apogée et le déclin de la Britpop. Le 21 août 97, Oasis sort Be Here Now. Composé et enregistré par des frères Gallagher totalement sous l'emprise de la cocaïne, Be Here Now va, grâce à la surexposition médiatique d'Oasis, devenir l'album vendu le plus rapidement de l'histoire, avec pas moins de 420 000 copies écoulées dès le jour de sa sortie. Mais passé l'engouement initial, la critique va rapidement déchanter. Il faut dire que les deux frères sont complètement gangrénés par leur mégalomanie. La production fut ainsi à peu près aussi boursouflée que l'ego des frangins. Johnny Depp en guest star sur un morceau, une pochette d'album à 100 000 livres, un enregistrement aussi pénible que coûteux à Abbey Road avec un Liam de plus en plus ingérable et des effets d'annonce prétentieux comme Noel qui affirme que Be Here Now sera le nouveau Sgt Pepper. Sauf que l'album, il révolutionne pas grand chose. George Harrison lui-même le qualifie, attention punchline, de pas très intéressant. Résultat, Be Here Now se vend moins bien que Morning Glory. De plus, la multiplication de groupes dans la veine des Blur, Oasis, The Verve et Suede confine au gavage industriel, et fatalement, le public commence à se lasser. Et c'est ainsi que s'achève le règne de la Britpop. Les frères Gallagher vécurent bourrés, sniffèrent un max de coke, tandis que Damon Albarn se lança dans une grande aventure en solo avec Gorillaz. Ok, maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que la Britpop ? La vérité, c'est que la Britpop n'existe pas. Oh chouette, un complot. Qui se cache vraiment derrière la Britpop? Quelles étaient leurs réelles ambitions? Quels sont leurs réseaux? 20 ans après, que sont-ils devenus? Argent sale, prostitution, drogue, bagarre. Plongé au cœur du scandale de la Britpop, tout de suite dans Rocket Exclusive. En réalité, la Britpop n'est rien de plus qu'une campagne marketing, touristique et surtout diplomatique. Pourtant, ça commençait plutôt pas mal, avec l'émergence de nouveaux groupes extrêmement prometteurs et diversifiés. Mais là où germent les graines du talent, les êtres cupides fauchent les fleurs du mal. La récupération politique sera aussi sauvage qu'agressive. La Britpop s'inscrit dans une volonté étatique plus globale par le biais d'un mouvement baptisé Cool Britannia, dont le nom fait référence à un morceau des années 60.
Le titre, qui s'appelle Cool Britannia du groupe Bonzo Dog Douda Band, inspirera en 1996 les marketeurs de Ben & Jerry's pour faire la promotion d'une de leurs crèmes glacées, ces mets succulents qui fondent dans votre bouche pour la modique somme de 2 pounds de 99. Rapidement, les équipes de campagne du parti travailliste de Tony Blair et tout un tas d'entreprises vont reprendre le concept. L'objectif de Cool Britannia ? Faire l'apologie d'une Angleterre jeune, moderne et branchée pour rompre avec l'héritage conservateur du thatcherisme. On oublie les tumultueuses années 70 et 80 pour repartir sur les bases prospères des années 60 et du swinging London. D'ailleurs, en mars 97, le magazine américain Vanity Fair publie une édition spéciale sur le mouvement Cool Britannia. En couverture, on retrouve le couple Liam Gallagher, Patsy Kensit et un titre éloquent, London Swings Again. Les publicitaires jouent alors sur une imagerie culturelle, sportive, artistique et patriotique forte. Dans les années 90, l'Empire britannique rayonne comme jamais. Lady Diana est le visage moderne d'une famille royale qui n'intéressait plus personne. De nombreux clubs mondialement réputés ouvrent leurs portes, comme le Ministry of Sound ou le Megatripolis, et le pays organise même l'Euro 96 de foot. L'Angleterre vit alors une période de félicité et bénéficie d'une croissance économique digne des 30 Glorieuses. On refait de l'Union Jack le symbole d'une nation étincelante. Il apparaît sur la robe de Jerry Halliwell des Spice Girls, dans les collections du couturier Alexander McQueen et surtout sur la litière de Noel Gallagher. Plus que tout le reste, la Britpop est le porte-étendard d'un patriotisme britannique retrouvé. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard si on appelle ça la Britpop, soit la musique populaire britannique. Lorsque le New Labour remporte les élections législatives en 97, le nouveau Premier ministre Tony Blair invite Noel Gallagher à fumer une clope et boire du champagne au 10 Downing Street. Le boulot était fait. Tony Blair pouvait remercier l'un de ses plus éminents porte-parole. Et oui, tout ça n'était qu'un complot. D'ailleurs, si on relie les villes d'où sont originaires Supergrass, Blur et Oasis, ça fait un triangle. L'année 1997 marquera la fin du Cool Britannia, avec en point d'orgue le décès de Lady Di à Paris. Le concept de Cool Britannia sera rapidement jeté au pilori. Illustration de promesses déçues, des manipulations publicitaires et des fourberies politiciennes. De cette époque pleine d'optimisme, il reste donc cette scène musicale hétéroclite, la Britpop, et tous ces artistes dont l'unique point commun était finalement d'être britanniques. Il faut prendre la Britpop pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une synthèse de l'ensemble des courants rock qui ont marqué la jeunesse anglaise du XXe siècle. On retrouve dans The Verve l'Europe psychédélique des Pink Floyd, dans Oasis l'énergie des Kings et l'attitude des Sex Pistols, dans Suède l'ambivalence sexuelle de Bowie et la détresse de The Cure, dans Blur l'humour et la dérision de Madness et l'élégance rock des Clash. Ces groupes ont non seulement ressuscité le rock que d'aucuns jugeaient mort et enterré après le suicide de Kurt Cobain, mais l'ont surtout fait entrer de plein pied dans le nouveau millénaire. Les Pulp, Sleepers, Supergrass, Saint-Etienne, même Radiohead qui avec Hockey Computer s'est complètement émancipé de la Britpop mais reste tout de même un groupe anglais des années 90, tous ces groupes ont porté le flambeau de leurs aînés pour le transmettre à une nouvelle génération. Dans le sillon direct de la Britpop sont nés des groupes comme Muse, Placebo, Kasabian, les Libertines, Franz Ferdinand, mais aussi les Cooks, les Vine, les Arctic Monkeys, Kings of Leon, Kaiser Chief, les Hives, les Strokes. La Britpop n'est pas le dernier grand courant rock. C'est juste le dernier auquel on a donné un nom, confectionné une identité et dont on peut quantifier la popularité. Car dans les années 2000, l'arrivée du MP3, du téléchargement et du streaming ont considérablement modifié la manière de consommer la musique. Si la Britpop n'a pas inventé grand-chose, elle a démontré l'importance culturelle du rock pour l'Angleterre. Très clairement, la Britpop est un courant inventé de toutes pièces dans le but d'enrayer la fracture sociale du pays qui était alors au bord de l'implosion. Et au final, musicalement, il y a assez peu de cohérence entre tous ces groupes qui constituent la Britpop. D'ailleurs, le mot pop est quasiment une injure pour ces groupes qui, pour la plupart, ont exprimé publiquement leur dédain pour la musique pop. That's the one thing that I've always been constantly frustrated with pop music, it's lack of ambition. Une chose est certaine, en 2017, le rock n'est pas mort, et la Britpop a gagné sa place dans sa grande histoire. Alors que nous vivons, sans en avoir forcément conscience, une révolution musicale, que ce soit dans notre manière d'apprécier la musique, de la créer et de la diffuser, la Britpop est tout simplement le dernier vestige rock de l'ancien monde. Mais c'est aussi et surtout le premier monument d'une nouvelle ère qui nous appartient désormais d'écrire.